Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est grand reporter, directeur adjoint de Paris Match. Régis Le Sommier connaît bien les zones de guerre et de terrorisme au Moyen-Orient et au Sahel. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Sonia. On en sait un peu plus sur l'opération qui a permis la libération de 4 otages, dont 2 Français, et qui a malheureusement entraîné la mort de 2 commandos marines. On vient d'entendre un auditeur qui a exprimé toute son émotion et son respect immense. Évidemment, on le partage tous, ce respect vis-à-vis de ces 2 commandos marines. Ah oui, je crois que c'est aujourd'hui c'est un choc, c'est une journée de deuil pour nous tous. Et puis nous qui couvrons ces zones, on connaît les difficultés dans la situation dans laquelle nos troupes sont engagées, dans ces guerres sans front, où l'ennemi peut apparaître, disparaître, a des facultés de tendre des pièges. En l'occurrence, il s'agissait là de libérer des otages, donc visiblement il y avait eu suffisamment de renseignements pour savoir qu'ils se trouvaient là. Malgré tout, une opération comme ça, eh bien, il y a toujours une part d'incertitude. Et de cette part d'incertitude, malheureusement, ces 2 soldats d'élite, il faut le rappeler. Ils font partie de la force maritime des fusiliers marins et commandos. Oui, alors il s'agit il faisait partie du commando Hubert, qui est un petit peu l'élite de l'élite. C'est le commando marine. Il y en a 7, c'est le 7e commando marine. Il est spécialisé dans l'antiterrorisme. Tous les 2 ont fait le parcours classique, justement, et ont fait le nec plus ultra, c'est-à-dire le stage de plongée. Donc c'était 2 hommes qui s'entraînaient en permanence, des super soldats. Voilà. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, évidemment, on pense à leur famille ce soir. On peut déjà souligner plus largement, Régis Le Sommier, la rapidité de la mise en place de cette opération de sauvetage. Quelques jours après l'enlèvement des 2 Français, la variable temps, elle est essentielle dans cette affaire. Elle est essentielle parce que vous êtes sur un territoire absolument immense, avec justement une zone de 3 frontières. Vous avez donc le nord du Bénin, ensuite vous avez le Burkina, vous avez le Mali et le Niger, et tout ça dans cette zone-là, les djihadistes opèrent depuis très longtemps. Il faut reconnaître, ils sont implantés, ils connaissent la situation, ils sont capables de se déplacer très rapidement. Et en l'occurrence, je crois savoir qu'il s'agissait d'un bivouac qu'ils avaient établi pour la nuit, et donc il a fallu agir à un moment peut-être où les otages et leurs ravisseurs étaient dans une situation un petit peu de détente relative, avant peut-être de repartir le matin. Je pense que c'est la raison pour laquelle le chef d'état-major des armées a estimé que plus tard, ça aurait été trop tard, c'est-à-dire que le convoi se serait probablement remis en route, et dans ce cas-là, aurait été beaucoup plus surveillé. Donc il fallait tenter cette opportunité, et je pense que c'est de cette façon que les commandos, qui sont des professionnels aguerris, ont agi. Et juste avant, ce sont les services de renseignement qui ont lancé un énorme travail de recherche avec l'aide du détachement américain au Sahel, même si Régis Le Sommier et la ministre des Armées l'a confirmé tout à l'heure, ils ont découvert qu'il y avait 2 otages de plus sud-coréens, la sud-coréenne et l'américaine. C'est assez étonnant, s'il y a une coopération américaine, de découvrir notamment l'otage américaine. Alors l'otage américaine était peut-être d'une certaine façon traitée par les Américains, dans le sens la prise d'otage n'avait pas été médiatisée pour la sud-coréenne non plus. Donc je ne connais pas tous les détails. Encore une fois, c'est difficile d'interpréter les propos de la ministre de la Défense, mais en tout état de cause, oui, il y avait, ils ont découvert ces 2 otages, et les Américains ont visiblement, d'après ce qui a été dit aussi, apporté les renseignements sur la présence de ce groupe. La composition exacte du groupe non plus n'est pas complètement connue. On sait que c'est une zone qui est tenue par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais il y a Al-Mourabitoun, il y a le vieux groupe, la vieille souche de Ansardine, qui est aussi dans le coin. Donc on est dans une zone qui est une vieille zone un repère des islamistes depuis des dizaines d'années. Voilà. Ce soir, c'est bien sûr le soulagement. C'est le soulagement qui prime pour tous les otages et pour nos otages français. Malgré tout, les questions doivent se poser. Ce n'est pas pour évidemment faire une polémique, mais la question de leur présence au Bénin. Ce sont, pour certaines zones, elles sont déconseillées. Est-ce que la question doit se poser davantage? Peut-être aussi élargir la zone de dangerosité sur place? Alors on sait que cette zone justement du nord du Bénin du Pendjabin avait été placée depuis 2 mois en zone formellement déconseillée par le Quai d'Orsay. Donc ces informations-là n'étaient peut-être pas aussi peut-être que ces 2 touristes ne les ont pas eues non plus. La question en fait, le problème c'est la stratégie qu'ont mis en place ces groupes islamistes.
par rapport à l'opération Serval en 2013, où les islamistes avaient conquis des portions de territoire importants, à Kidal, à Gao, on se souvient de leur avancée vers Bamako qui avait forcé justement l'intervention de la France. À l'époque, les djihadistes voulaient constituer des sortes de véritables petits califats, ou voulaient se tailler des zones dans l'Afrique. Aujourd'hui, c'est plus du tout leur stratégie. Leur stratégie, c'est d'occuper des territoires, mais en instillant la peur, avec des actions spectaculaires. Il faut pas oublier qu'avant ces prises d'otages, vous avez eu un massacre dans un village Peul le 26 mars qui a fait 160 morts, et vous avez aussi une installation permanente auprès de nos troupes, par exemple avec la mort du capitaine Marc Léronas, du médecin militaire le 2 avril, victime d'un IED. Donc c'est des mines artisanales qui posent. En fait, c'est une sorte de guérilla permanente larvée. Guérilla, mais avec, vous dites, pardonnez-moi Régis Le Sommier, une volonté de conquête des territoires. Cela nous rappelle ce qui s'est passé, en tout cas d'occupation, ce qui s'est passé au Moyen-Orient? C'est différent. Il s'agit de rendre des territoires interdits. Il s'agit par exemple de grignoter, par exemple d'ouvrir un nouveau front au Bénin, qui était jusqu'à présent un pays épargné, et un pays qui aujourd'hui n'a pas les moyens ni les capacités de lutter contre ces groupes. C'est-à-dire de progressivement, pour que ces groupes se taillent des sanctuaires aujourd'hui, ils veulent faire en sorte que plus personne ne s'y sente bien, que chacun y aille en prenant un risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus du tout l'idée de se tailler un territoire à soi. Voilà, c'est différent, c'est des techniques de guérilla. C'est, je le rappelle, un endroit absolument immense. Ce sont des gens très adaptés, très aguerris, qui ont l'habitude de vivre dans ces zones-là, et qui, en plus, utilisent des véhicules et peuvent se dissimuler, disparaître. Donc il y a une mobilité incroyable chez ces opérants. Bien sûr. Vous rappelez justement l'immensité de ce territoire où il y a justement nos forces. L'opération Barkhane qui fait suite à l'opération Serval, vous en avez parlé. La mission de Barkhane, son objectif, c'est la lutte contre l'extrémisme, le djihadisme qui prospère. Certaines voix, il y a quelque temps, se sont élevées, Régis Le Sommier, pour dire mais est-ce que cette mission véritablement va pouvoir remplir son rôle, tant la tâche est immense pour nos hommes et nos femmes sur place? C'est tout le problème. Vous avez un matériel qui est mis à rude épreuve avec les conditions en Afrique. On sait qu'il y a des problèmes, notamment au niveau des pièces d'hélicoptères, au niveau parfois même des véhicules. On est aussi on ne peut pas déployer plus d'hommes qu'il n'en faut. On a à peu près 4000 hommes déployés pour un territoire absolument immense qui s'étend de la Mauritanie pratiquement jusqu'au Cameroun. Donc on est vraiment dans une zone, et avec 4000 personnes, avec 4000 soldats, c'est très difficile de contrôler tout ça. La question, c'est évidemment si la coopération ne fonctionne pas avec les autorités locales, et c'est là où le relais de Barkhane doit exister à un moment, c'est-à-dire qu'il doit falloir trouver une solution politique à l'existence de ces groupes et revenir sur les réalités locales, notamment tout ce qui est la problématique du Sahel, des diverses populations et de ces pays tels le Mali qui sont des agrégats depuis la période postcoloniale finalement, qui ont connu des périodes de problèmes d'unité et qui ont toujours ce problème d'unité, c'est-à-dire de faire en sorte que les États ou les gouvernements puissent inclure toutes les populations et d'une part répondre aux défis que les islamistes posent aujourd'hui à ces gouvernements. Pour conclure, les 2 ex-otages désormais français seront accueillis donc par le président de la République. Ce sera samedi, demain à 17h, accompagné de Florence Parly, de Jean-Yves Le Drian et du général François Lecointre. Et en début de semaine prochaine, le chef de l'État présidera aux Invalides une cérémonie d'hommage national aux 2 commandos marines tués dans l'opération. Immense respect. Absolument, immense respect. Il faut vraiment, là, c'est vraiment l'élite de l'élite des forces armées françaises qui malheureusement tragiquement, pour nos libertés, qui est tragiquement disparue aujourd'hui.